Et si jamais ça vous embête, je vous invite à couper vos caméras. Hop. Alors voilà, je vais continuer d'accepter chacun au fur et à mesure, mais déjà bonjour à tous ceux qui sont connectés. Alors, comme vous le voyez à l'écran, aujourd'hui on se retrouve pour un atelier sur la note d'opportunité. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de nous indiquer dans le fil de discussion ce qui vous amène ici. Est-ce que vous êtes en train de préparer un renouvellement ou est-ce que vous êtes plutôt en phase d'un premier dépôt? Ça pourrait être intéressant pour Camille d'appuyer en fonction sur certains éléments en fonction de là où vous en êtes. Et puis, en guise de petite introduction pour ceux qui viennent à nos rendez-vous pour la première fois. Ces rendez-vous sont organisés dans le cadre de notre communauté OC Connect. C'est un groupe d'échange entre certificateurs. On organise ce type d'échange tous les mois. Bon, sauf là, on va rentrer dans la période estivale, donc après, on met en pause jusqu'en septembre. Et on vous propose une super programmation chaque mois. Je vous mets le lien dans le fil de discussion pour ceux qui veulent s'inscrire. Et sinon, Camille, je vais te laisser la main pour peut-être te présenter rapidement. Oui, tout à fait. Car c'est fort utile de savoir quand même un petit peu d'où je parle. OC Connect a une petite équipe resserrée autour de Léa qui anime tout ça depuis longtemps et on a eu envie de se rapprocher. Alors, on est plusieurs personnes consultantes à accompagner des organismes de formation et des organismes certificateurs de toute taille pour l'obtention et le renouvellement des titres RNCP et RS. Et puis après, on a chacune nos spécificités et puis nos backgrounds. De mon côté, on est spécialisé dans l'approche par les compétences. Donc, on intervient sur toute la trajectoire professionnelle, donc de l'accompagnement des OF pour les compétences qui se transmettent jusqu'à du coaching professionnel. Je n'ai pas toujours été consultante. On a souvent plusieurs métiers dans la vie, donc je n'ai pas toujours été consultante en ingénierie de la certification. J'ai d'autres bagages au départ, ce qui me sert énormément pour ce qui va suivre et d'une manière générale pour mes accompagnements. J'ai d'abord une expérience de journaliste en presse écrite et en radio. Le journalisme, quand il est bien fait, quand on l'aime comme ça, c'est l'art des faits. C'est la rigueur des faits et des sources, et on en a besoin pour tout ce qui est veille sur les veilles métiers actuels et pour faire de la veille prospective et pour comprendre les tendances. C'est aussi très utile quand on sait faire des interviews, puisque dans les RS et aujourd'hui dans les RNCP, on y reviendra, les interviews d'attestation entreprise alumni sont très importantes. Encore faut-il poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses, celles qui sont utiles pour l'exercice spécifique dédié à France Compétences. J'ai eu ensuite 10 ans de consulting en communication dans une agence relations presse, puis je travaillais en indépendant avec des startups et des PME en innovation technologique. Donc, j'ai touché à peu près à tous les types de registres dans la communication. L'identité de marque était mon fort. Et puis, évidemment, la production de contenu. Et je le dis souvent quand j'anime un des webinaires de OC Connect et dans les nôtres aussi, c'est que le dossier, qu'il soit en premier dépôt ou en renouvellement, c'est une affaire de communication. Parce qu'on va donner plusieurs pages à un instructeur qui a un temps limité, qui a sa propre réalité, et il faut qu'on lui donne de quoi estimer, au sens propre du terme, apprécier le document. Et donc, il y a aussi une histoire de communication comme ça. Une mauvaise communication, ce serait quand même dommage que ce soit sur ce critère-là, que le dossier soit retoqué ou fragilisé. Et puis, de l'autre côté, dans mon duo, même si on est une équipe de consultants par ailleurs pour tout ce qui est un peu plus technique et spécifique, il y a Christine Lancesseur, qui a le même nom, qui est donc ma mère, et qui a une trajectoire juridique et ressources humaines. Et là aussi, on retrouve du coup la notion de preuve. Donc j'ai été élevée avec ça, c'est pour ça que c'est pas plus mal que vous sachiez que dans ces cas-là, c'est ma mère. J'ai été élevée avec la culture de la preuve et on va en parler aujourd'hui largement puisque la culture de la preuve est demandée. Aujourd'hui, elle est requise dans un dossier de premier dépôt et un dossier de renouvellement auprès de France Compétences. Alors comme ça, il y a des mots qui peuvent faire peur. En réalité, quand on les maîtrise et quand on sait exactement ce qui est attendu, c'est comme n'importe quelle consigne, ça devient simple. Il suffit de bien s'y préparer et pour certains, d'être bien accompagné.
Et EC Connect fait partie quand même des outils d'accompagnement. Donc, merci Léa d'organiser ce type de webinaire. Ça aide tout le monde, nous, à se faire mieux comprendre, et puis les OF et les OC à mieux savoir où est-ce qu'ils doivent aller pour faire leur travail. Donc, merci Léa pour ça. Et merci à toi de prendre part à cette activité. Avec plaisir. On a eu quelques retours sur renouvellement au premier dépôt. Ouais. Je pense qu'on est sur du 50-50, donc ça dépend. On a un peu de tous les profils. Donc, écoutez, on va dérouler cette petite présentation qui est totalement adaptée à être interactive. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions, à lever la main, etc., pour qu'on puisse échanger au fur et à mesure si vous en avez besoin. OK. Alors, d'abord, donc l'idée, c'est quand même, dans ce webinaire-là, le zoom est fait sur l'argumentaire. Évidemment, on va aborder le avant-après décret, puisqu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Une des choses avec le nouveau document d'enregistrement qui a été délivré, que ce soit la nouvelle version pour les titres RNCP ou que ce soit la première version pour l'ERS, puisqu'avant il n'y avait pas de document d'enregistrement, c'est que contrairement à son précédent, qui s'ouvrait sur les comparaisons de certification, celui-ci s'ouvre sur la note d'opportunité. Donc, on voit bien qu'elle est vraiment sous les projecteurs. De toute manière, elle a pris du galon. Hein. Plus ça va, ça fait 5 ans que je bosse là. Je faisais des notes d'opportunité de 2 pages. Aujourd'hui, elles sont de 18 pages en moyenne. Donc, on voit bien qu'au fur et à mesure, on a augmenté la valeur de la note d'opportunité et on en a fait quelque chose d'assez socle, dont beaucoup de choses vont découler et à partir duquel, du coup, on va juger de la bonne cohérence des faits qui se vérifieront par différentes sections du document d'enregistrement. Voilà. Donc, on est vraiment sur une note d'opportunité sous les projecteurs. C'est elle qui donne le ton. C'est elle qui donne la cohérence, c'est un peu elle qui donne, dans le jargon journalistique, on dirait la ligne éditoriale, l'angle d'approche qui va donner toute la couleur à votre dossier. C'est elle qui porte ça, c'est pas elle qui détermine ça, et on va y revenir, parce que ce qui détermine ça, c'est les tableaux de placement et bien d'autres choses. Donc, elle installe la confiance. Elle va du coup donner, comme je vous dis, pas mal d'éléments de contextualisation finalement, énormément de choses de contextualisation qui vont être affinées et spécifiées selon différents volets à différents endroits du document d'enregistrement. Mais c'est vraiment le premier récit du dossier que lit l'instructeur. Donc, elle relie les critères entre eux et c'est elle qui est garante de la cohérence. Alors, là, tu peux remettre... merci. Alors, les fondamentaux, je ne sais pas, ceux qui ont pu être là, je crois que c'est l'année dernière, Léa, où j'ai fait un webinaire sur la note d'opportunité. Oui, c'est ça, ou en fin d'année, je pense. Ouais, 2025, comme ça. Donc, les fondamentaux n'ont pas bougé en soi. C'est pour ça qu'on a préféré anglais aujourd'hui sur l'argumentaire. Les replays sont accessibles, je pense, Léa, sur les replays des webinaires précédents. Et allez vous mettre, je vais le rechercher pour vous mettre le lien. Donc, ils sont accessibles. Ça fait le pont. Vous n'aurez aucune redite sur le replay, sauf la checklist de fin que j'ai gardée exprès, parce que on se rend bien compte qu'elle est tout à fait encore valable. Donc, on va bien faire la distinguo entre les fondamentaux qui n'ont pas bougé et les fondamentaux de la note d'opportunité. En revanche, ça va être la manière de répondre à ces fondamentaux, parce que les fondamentaux du dossier, eux, ils ont changé. Donc, les fondamentaux qui n'ont pas bougé, c'est partir des trajectoires réelles des certifiés. Nous, en tout cas, chez Catherine Associés, on ne fait rien sans les tableaux de placement stabilisés et aujourd'hui aussi agrémentés des 2 tableaux obligatoires, parce que c'est eux qui racontent, c'est ces données-là qui racontent le terrain de la réalité de votre certification, que ce soit celle la vôtre ou celle de vos partenaires, puisque c'est indissociable dans un dossier de renouvellement, et même de premier dépôt. Donc, c'est vraiment la base de la base. Et puis ensuite, il y a la cartographie des besoins des acteurs, puisque on est censé
quand on monte un dossier ou quand on le renouvelle, être connecté aux besoins des acteurs, puisque c'est eux les employeurs, c'est eux qui cherchent justement ces compétences-là. Et tout ça nous permettant de situer le métier sur le marché de l'emploi et de borner le périmètre, puisque c'est de ça dont il est question. C'est la condition sine qua non pour pouvoir trouver l'angle de la note d'opportunité, la manière dont on va construire la note d'opportunité. Ce qui change réellement, c'est la source qui fait foi. Parce que avant, ce qui se passait, c'est qu'on regardait le tableau de placement, on regardait un peu ce qu'on appelle les écarts. Donc, les écarts, ça veut dire, bon, si tout le monde est dans le métier, c'est parfait, on n'en parle plus, on ne fait plus de webinaire, c'est génial. Quoique, ça peut arriver et il y a des choses à dire, parce que la valorisation, on va en parler, et ça a été suffisamment répété par France Compétences. Ils veulent aussi comment dire, que vous rapportiez les choses qui fonctionnent et les choses qui vont bien. Bon, mais néanmoins, j'aurais beaucoup moins de choses à dire. Donc, il y a forcément aussi des écarts, mais des écarts qui ne sont pas forcément liés à des dysfonctionnements. Là aussi, on va y revenir. C'est aussi des écarts qui, parfois, donnent le ton d'un signal faible d'une évolution de métier. Qui va engendrer parfois un split en 2 titres, par exemple. Moi qui viens de la com, pour le coup, pendant longtemps, on pouvait être assez généraliste en com. Aujourd'hui, c'est impossible. Une promotion comme ça serait splittée. On aurait, selon le background d'avant ou les opportunités de stage ou en apprentissage, si c'est le cas, des gens qui sont du coup beaucoup plus dans le UX design, ceux qui sont en SEO, ceux qui sont en production de contenu en référencement, ceux qui sont dans le community manager. Bref, on voit bien que un même métier peut, par les nouvelles technologies, et aujourd'hui tous les métiers sont frappés de plein fouet par ces dernières et ce n'est pas fini, peut être très transformé et générer, justifier une évolution de la certification. Donc c'est aussi ça qui fait que on commence par les trajectoires. Pourquoi les sources font foi? C'est parce que quand on identifie ça, on y reviendra, eh bien on ne va pas chercher seulement de la documentation comme on faisait avant. La documentation sur le web, c'est-à-dire les baromètres, les enquêtes, donc les données institutionnelles, les médias sérieux, c'est-à-dire les médias sectoriels reconnus, crédibles, et les médias types qui vont donner aussi un peu de contextualisation macro, comme les Échos, Le Monde, Le Figaro, peu importe, des journaux qui vont, comment dire, lire et donner des éléments de contexte à différents degrés. Ça, c'était un travail qui est toujours d'actualité d'ailleurs, et qui fait partie du travail de veille que vous êtes censé faire, mais ça ne suffit plus. Aujourd'hui, ce que France Compétences attend, c'est l'expression directe des acteurs du secteur. Et c'est dit dans la consigne au départ, à l'entrée du dossier d'enregistrement. Il parle de l'expression des besoins des acteurs du terrain. Il n'y a pas plus clair comme consigne. L'expression des acteurs, c'est leur parole. Et on comprend bien l'intérêt, c'est qu'il y a une différence entre ce qu'on peut capter comme données et comme information pour comprendre les dynamiques d'un secteur à travers des datas assez macro-nationales et ce qu'on peut capter comme nuance sur le terrain. Ça permet 2 choses. 1, de moins manipuler l'information, parce que mine de rien, on peut quand même, bon, même s'il y a des dysfonctionnements qui ne peuvent pas vraiment être justifiables, et ceux-là, ils étaient tolérés et c'est terminé. Mais on peut difficilement, on peut choisir les articles, on peut faire tout un tas de choses d'assez souple et d'assez intelligent pour que l'histoire qu'on se raconte, parce que ce n'est pas qu'une question de mauvaise foi, c'est il y a des écarts. Le tableau nous parle de ça. On va chercher pourquoi ces placements ne sont pas exactement ou pourquoi ils sont en famille d'emploi, etc. On va trouver des informations sous la forme de documentation. Mais il y a des moments où, en réalité, quand on va chercher dans les entreprises partenaires, ce n'est pas tout à fait la raison. Donc, ça pourrait être des raisons dans l'absolu. Mais pour les placements qui nous intéressent, ce n'est pas vraiment ça. Ça, c'est la première raison. L'autre raison, c'est qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à trouver sur le web. Par exemple, des pratiques.
il y a des métiers comme les ressources humaines, où on voit bien que quand on fait plusieurs titres comme ça de différentes écoles et qu'on voit bien qu'il y a un plafonnement, on voit bien que l'insertion, elle est quand même pas facile quand on est en niveau 7, impossible de trouver des informations sur le web. Les échos ne traitent pas ça, le secteur il traite que les 15 nouvelles compétences bouleversées par l'IA, et c'est tout ce qu'on trouve. Alors qu'en fait, on veut du terrain, on veut des explications. Et France Compétences a besoin de ça. Pour voir quels OC prend ce problème à cœur, traite, pilote sa certification et anime son écosystème. Je suis en train de me spoiler absolument tout webinaire, mais on va revenir dessus parce que de toute manière, c'est fondamental. Et deuxièmement, il veut avoir des données parce qu'il ne faut jamais oublier qu'en fond, France Compétences a besoin de prendre des décisions avisées pour un marché de l'emploi. Son vrai métier, c'est ça. Son vrai métier, c'est pas je sors le bâton et je tape sur les OC. Son vrai métier, c'est de certifier ce qui est réellement utile pour le marché de l'emploi, pour réduire le chômage et maintenir la compétitivité des entreprises françaises. Pour que l'investissement de l'État, puisque ça ouvre à des financements publics, et la qualité des certifications, parce qu'il y a aussi une question de réputation et de valorisation des certifications par rapport aux diplômes, etc., eh bien, soit garantie. Je fais ces allers-retours tout au long, parce que je pense que quand on replace dans le contexte, ça permet de comprendre les attentes. Ce qui est intéressant aussi, moi, je me dis toujours, quand il y a une nouvelle règle, je ne sais pas qui est parent ici, quand il y a une nouvelle règle, pourquoi on a mis cette nouvelle règle? Est-ce que c'est parce que on en avait marre de répéter? Est-ce que c'est parce que décidément ça ne fonctionne pas si on met pas cette règle? C'est intéressant de se dire pourquoi France Compétences demande maintenant des preuves. Nous, on a notre petite réponse. Je serais très intéressée d'avoir votre réponse là. Demande des preuves pour avoir la certitude que l'OC anime son écosystème autour de la certification et est en mesure de pouvoir réellement accompagner l'évolution et la transformation des compétences au sein de leurs différentes certifications. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord et c'est OK, je suis intéressée de vous écouter, ou est-ce que vous voulez ajouter de la nuance par rapport à ce changement de paradigme concernant le dossier que je viens d'ouvrir? Easy Success, je ne sais pas comment vous vous appelez, excusez-moi, mais vous êtes tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres... Vous êtes OK? OK. Plutôt d'accord, Karine, plutôt, ça veut dire qu'il y a quelques nuances à ajouter. Oui, je pense. Bonjour Camille, pardon. Bonjour, je vous en prie. Je pense qu'il y a aussi des effets politiques qui sont. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis plutôt d'accord. Donc je pense qu'il y a des engagements et des trajectoires politiques qui viennent aussi influencer. C'est pour ça que j'ai mis plutôt d'accord. Mais... Oui. Vous avez tout à fait raison. Continuons. Si tu veux bien. OK. Donc, les 3 piliers, ils l'ont pas mal répété. On va voir comment ça s'exprime. C'est transparence, sincérité, cohérence. L'IA étant très développée, redevient important. Oui, effectivement. Donc, transparence, sincérité, cohérence. 3 exigences qui ne valent pas pour le dépôt. Elles gouvernent la vie entière du titre. La transparence, ce que vous déclarez est vérifiable et retraçable jusqu'à sa source. On pense aussi aux contrôles qui sont renforcés. Ça fait partie des choses du nouveau décret. Donc, effectivement, tout ce qui est traçable et vérifiable au moment non pas seulement de l'instruction, mais au niveau des contrôles, ils en ont besoin, en fait, du coup, pour vérifier. La sincérité, les données reflètent la réalité du dispositif, donc les écarts compris, sans reconstruction de dernière minute, parce que, en fait, c'est ça qui est empêché aujourd'hui, si on peut parler ainsi. Avant, on avait une certif. Après, on vivait sa vie d'OC. Nous, on vous disait au revoir, à dans 3 ans. Et puis, 3 ans plus tard, enfin 2 ans plus tard, parce que il y a quand même du travail pour le dossier et il faut le déposer 6 mois avant l'échéance, donc quelques mois plus tard,
bonjour, réouvrons le dossier, comment ça va, comment vont les données? Et bien maintenant, c'est terminé. Ce n'est plus possible puisque, comme on le verra tout au long de ce webinaire, l'argumentaire de la note d'opportunité et finalement l'argumentaire de tout le dossier, il va être valable puisque vérifiable et donc la sincérité démontrable parce que il y aura eu tout un tas de pièces qui auront été collectées tout au long de la certification. Et la cohérence, pareil, tout ce que le dossier avance se répond d'un document à l'autre et d'une année à l'autre. Là aussi, c'est vrai, ça l'a toujours été, d'accord, mais ce qui change, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas prouver à part dans le temps. Et donc, comment prouver, par exemple, que 2 ans, c'est un peu court pour voir une trajectoire professionnelle d'un certifié sur un niveau 7 ? C'est intéressant si on est habitué dans le temps de la certification à continuer de faire les enquêtes une fois par an des promotions précédentes, par exemple. Parce que là, tout d'un coup, on a un temps long qui est utile, qui n'est pas obligatoire dans un dossier, mais qui est très utile pour démontrer justement ce qu'on veut dire, puisque maintenant, ce qu'on dit, ce qu'on déclare ne suffit pas. Des choses comme une cohérence ou par exemple, la cohérence entre ce qu'on a, le fait que, je sais pas, je dis n'importe quoi, il y a des entreprises qui préfèrent faire perdurer l'apprentissage du niveau 6 et au niveau 7 et sont les premiers à encourager leurs apprentis à poursuivre leurs études avant de les recruter. Ça c'est un petit peu délicat, mais n'empêche que ça existe et que tout au long, le fait de démontrer qu'on améliore les conditions d'accompagnement des apprenants, qu'on verrouille les compétences des apprentis dans leur mission, qu'on est toujours en lien et qu'on comprend parce que les entreprises ont des raisons de faire ça quand ils le font et qu'on a les pièces, tout d'un coup, ça devient cohérent en même temps que ça devient transparent. On cherche à comprendre ce qui se passe puisque l'OC reçoit des résultats comme n'importe quelle entreprise, c'est-à-dire que parfois ça vient de son fonctionnement, parfois ça vient pas de son fonctionnement, et comme on est dans un monde qui est aujourd'hui qualifié de incertain, il y a de nombreux facteurs qui vont venir expliquer et contextualiser la vie de la certification sur l'ensemble de sa durée de 3-5 ans. Et c'est tout ça qui change. Et une chose importante du coup là-dedans, c'est que l'historique est conservé désormais par France Compétences et pèse dans la balance dans la lecture, l'appréciation et le jugement du dossier. Je vous donne un exemple. Généralement, et chez nous ça se vérifie tout le temps, un OF qui dépose une première fois, qui se voit refuser, qui dépose une seconde fois, il a 2 ans. Alors que si c'était au premier dépôt, il aurait eu 3 ans ou plus. Mais l'historique a pesé. Et les dossiers fragiles, même s'ils passent, l'historique valide que c'était un dossier fragile. Donc pour le prochain, s'il est aussi fragile, ça va de plus en plus peser. Il y a une idée d'amélioration continue qui est demandée. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le comprend chez 4 et Associés et que ça se vérifie pas mal pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions à ce... On est plutôt sur des grands principes là, mais est-ce que vous avez des questions? Non, je n'ai pas l'impression. N'hésitez pas, en tout cas, si vous souhaitez prendre la parole. Oui. Bonjour, c'est M. Teifour, Centre de formation Easy Success. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que la note d'opportunité, c'est le premier document que l'instructeur France Compétences regarde. Oui. Moi, je suis des échos que c'est pas ça, parce que je ne comprends pas le lien entre la préétude concernant le métier qui est demandé par France Compétences par rapport à la note d'opportunité de la certification elle-même que porte le projet de certification lui-même par rapport à France Compétences. Donc, normalement, on passe par la préétude où il y a une étude globale sur les besoins. Et ça prend un temps fou, ça je le sais. Puis, qu'est-ce qu'il va apporter le projet de certification par rapport à ses besoins spécifiques?
qui sont listés dans la préétude. Votre question, c'est que vous ne comprenez pas le lien entre les deux? Exactement. D'accord. Alors, je vais essayer de répondre de mon mieux, sachant que je ne suis pas instructrice. On en a indirectement pas mal de retours des instructeurs. Oui. Et le fait est qu'on travaille, on a le recul qui est possible, c'est-à-dire le recul depuis le 1er octobre, où on dépose les dossiers. Et c'est pour ça qu'on prend la parole maintenant. C'est que là, maintenant, on a engrangé suffisamment d'expérience. Alors, vous me direz si j'ai répondu à votre question. D'abord, vous avez raison. Ce qui est quelque chose de nouveau, c'est que avant la note d'opportunité, il y a, juste avant, mais ça fait partie de la section note d'opportunité, pour le premier déposant, de démontrer la légitimité et la construction de son projet, et pour le renouvellement, la valorisation de la certification, c'est-à-dire ce qu'il en a fait pendant le temps où il était organisme certificateur de cette certification. Il y a deux choses. D'abord, pourquoi cette section? Parce que France Compétences a besoin d'avoir de la cohérence entre le porteur de projet. Je vais juste parler du premier déposant si ça vous va, parce qu'on parle vous avez parlé de légitimité de construction de projet. Il a besoin de savoir si, au départ, vous avez pas seulement les bons placements, mais d'une manière générale, une légitimité au sens, est-ce que vous avez les bonnes ressources? Là, on va du coup basculer sur ce qu'il y a de nouveau aussi depuis le décret, c'est les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement pour assurer le parcours de formation et donc assurer la bonne transmission des compétences qui vont être certifiées. Et il demande, quelque part, en tout cas moi c'est comme ça que de fait on voit que ça oblige forcément les OC à se positionner non pas à l'opportunité, mais dans un développement stratégique cohérent de l'ensemble de leur activité. On va dire que culturellement, depuis la nuit des temps, les OF qui ont des qualités de rebond incroyables, parce qu'il faut un métier difficile dans un secteur réglementé qui ne plaît pas toujours, eh bien, ils avaient la possibilité et la tendance, du coup, à pouvoir développer des certifications qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas que ces règles-là sont faites pour les gens qui travaillent bien, ces règles-là sont faites pour des personnes qui ont aussi un peu dévoyé le système. Ça pouvait donner des OC qui avaient des titres qui n'avaient rien à voir avec les uns avec les autres, et ils avaient parfois les mêmes formateurs qu'on appelait les formateurs couteau suisse. Je pense que tout le monde en a entendu parler ici, ou on en a vu passer peut-être à un moment donné, qui faisaient du marketing, de la gestion de patrimoine, une expertise ceci. Et donc, il y a eu besoin de prouver la bonne construction du projet par là. Est-ce que je réponds déjà dans un premier temps à votre question, monsieur? Allez-y, développer un petit peu. Non, mais peut-être que vous ne m'avez pas bien compris. Alors, je vous écoute. Maintenant, avec les exigences de France Compétences, oui, que le dossier doit commencer par une préétude. Oui. Et dans cette préétude, d'après ce que j'ai compris en suivant certains webinaires et certains consultants, on doit parler du métier, oui, lui-même, et on doit faire ce qu'on appelle des études statistiques sur les offres d'emploi, sur le besoin en compétences de ce métier sur le marché du travail. Maintenant, on passe à la note d'opportunité de notre projet de certification. Qu'est-ce qu'il doit apporter suite à cette préétude qui est préalable? Ok, j'ai compris. Okay. Ouais. Alors, pour moi, la légitimité, la construction du projet, la légitimité, c'est pourquoi moi, organisme de formation X, je suis légitime pour porter ce projet. Je vous donne un exemple. Un projet de métier émergent dans le bâtiment intelligent, je suis légitime parce que j'ai par ailleurs déjà dans mon historique
une grande connaissance des bâtiments parce que j'ai un BTS architecture, etc. Et j'ai par ailleurs toute une palette de certifications dans l'informatique et donc tout l'univers des systèmes d'info. Et les deux forment les compétences de l'expert en gestion de bâtiments intelligents. J'ai donc toutes les ressources à la fois pédagogiques, techniques et d'encadrement pour pouvoir porter ce métier émergent. Ça, c'est la partie légitimité. La partie construction du projet pré-étude dont vous parlez, en fait, ce qui est demandé en première partie, c'est la méthodologie. C'est-à-dire pour savoir de quoi je parle, pour savoir si je suis assez outillée pour porter ce projet, pour savoir si ce projet est viable sur mon territoire et que j'en comprenne les enjeux. Voilà comment j'ai procédé. Et là où je crois comprendre ce que vous vous posez comme question, c'est vous vous dites, si on fait la préétude avant la note d'opportunité, qu'est-ce qu'on va bien dire dans la note d'opportunité? En fait, la préétude, c'est la méthodologie. Et après, la note d'opportunité va venir mettre en intelligence articulée les éléments que vous aurez captés et récoltés et les éléments tangibles que vous aurez réalisés, comme des interviews, des choses comme ça, ou des études de marché, parce que c'est ce qu'on fait quand on lance un business. Je vous réponds après pour le RS. Et dans ces cas-là, c'est comme ça la note d'opportunité remet en intelligence les données et au départ, on démontre la méthode. Est-ce que là, j'ai répondu à votre question? Oui, c'est ça. Okay. Donc, c'est ça donc, toujours, pour l'instructeur, ce qui est essentiel pour lui donner ce qu'on appelle l'appétit pour pouvoir continuer l'instruction, c'est qu'on doit être très, très convaincant dans la préétude et dans la note d'opportunité et qu'il faut qu'il y ait cette cohérence. Oui, tout à fait. S'il voit qu'il n'y a pas de cohérence entre les deux documents, donc là, il arrête l'instruction. Oui, en fait, ça répond à la question. Qui vous êtes pour prétendre pouvoir porter cette certification? Comment vous avez fait pour récolter ces informations sérieusement? Et qu'est-ce que vous en avez compris de toutes ces informations récoltées? Voilà, c'est ça. En gros, c'est ça. Tout à fait. Merci. Je vous en prie. Pardon d'avoir mis un peu de temps à comprendre. Et oui, pour les RS, c'est franchement la claque, parce que moi j'appelle ça la claque. Hein, le décret a mis quand même une bonne claque à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à un dossier ou une certification. Elle est beaucoup plus forte chez les titres RS, puisqu'il y a une montée en compétences beaucoup plus importante avec l'arrivée du document d'enregistrement et notamment avec l'analyse de cohorte. Et effectivement, il y a cette légitimité qui est portée, qui est tout à fait la légitimité donc et la construction du projet en premier déposant et la valorisation de la certification quand on est en renouvellement. On va venir. Est-ce que sur la partie premier déposant, légitimité et construction du projet, il y a des questions? Oui, Laurence. Laurence, il faut que tu actives ton micro si tu ne parles, on ne t'entend pas. Ça fait un écho. Bon, ça c'est bon. Oui, bonjour Camille, bonjour à tous. Ça m'a porté la confusion un peu les questions de monsieur de Easy Success. On ne voit pas, c'est pas grave. Tu sais, sur la plateforme de France Compétences, il y a dans les documents à remettre justement les 5 documents maxi sur l'étude d'opportunité. Je viens de me connecter, donc de regarder. On a 5 documents maximum à fournir sur l'étude d'opportunité. Ce sont des documents, par exemple, ça peut être un document d'une branche professionnelle, par exemple d'Acto, ou des documents sur des métiers, ou c'est des documents qu'on a rédigés nous-mêmes. Alors, moi, je ne vais pas sur la plateforme. Du coup, je vais vous demander juste une question un peu plus précise. Ah, ça y est, je vous vois, Laurence. Ce sont les documents. Qu'est-ce qui est spécifié dans ces documents-là? Dans la nature, pardon, de ces documents-là que vous êtes censé déverser? Non, alors sur la plateforme, attends, je vais y retourner. Ouais. Donc,
C'est marqué. Donc, dans documents à joindre, donc bien sûr, on a tous les dossiers enregistrement, etc. Et on a études sur le métier ou le secteur d'activité en lien avec la certification, 5 documents maximum. Honnêtement, moi, je suis un C'est peu pour ça que sincère. Ouais. Alors, moi, je me suis aussi posé la question, est-ce que c'est des documents que je vais chercher, je sais pas, une étude d'une branche, d'observatoire, et que je dépose, et après, dans ma note d'opportunité, je vais argumenter, effectivement, analyser en quoi… oui, mais un seul document me semble un peu 5, fragile pour pouvoir non, mais construire ces une note d'opportunité. Du coup, ça documents-là, me pose question. Ouais. ouais, je voulais savoir si c'est… Du coup, j'ai eu un doute avec la question, si c'était des documents externes ou c'est des documents que nous… Alors, moi, je peux vous répondre sur votre question-là. Dominique, c'est une autre question ou c'est pour répondre au… Mais je crois que je vous coupe la parole. C'était pour répondre, puisque moi, j'ai déjà fait. Oui, bien sûr, allez-y. Pour moi, je l'ai déjà fait. C'était justement les études en question, en effet, que nous avions trouvées, sur lesquelles on s'appuyait. Ok. Sachant que, donc, je vais répondre quand même du coup à la question de fond, plus que sur la question technique de la plateforme. Aujourd'hui, c'est ce qui change en fait avec l'avant-décret. Avant, les documents et les enquêtes, on les donnait. Alors, c'est sur ça qu'on s'appuyait, qu'on construisait la note d'opportunité, sur les données des institutionnels, des branches professionnelles, sur les données, c'est ce que j'ai dit en intro. Aujourd'hui, seulement ça, c'est léger. Après, ça dépend toujours de la complexité du sujet, mais donner à entendre des entreprises partenaires dans leur témoignage qui va venir corroborer l'enquête, ou on va dire les 3-4 documents sur lesquels vous vous êtes appuyé pour construire la note d'opportunité, c'est aujourd'hui indispensable. Voilà. Après, où les mettre là, il faut que je regarde un petit peu mieux parce que c'est pas moi dans mon accompagnement, c'est pas moi qui enregistre sur la plateforme. Donc vous me posez une colle, mais je me la note et puis je vous reviendrai avec ça. Okay. Merci beaucoup. Je vous en prie, Laurence. On a aussi un retour d'expérience dans le fil de discussion qui dit « Parfois, ce que l'on fait, c'est qu'on rédige une note d'opportunité détaillée que l'on intègre à cette liste de documents à déposer et on ajoute 4 études, les principales que l'on a utilisées. On en fait la synthèse de la note d'opportunité. » Tout à fait. Oui. Tout à fait. Tout à fait. Après, il y a quand même aussi il y a des annexes, parce qu'après, les documents, ça dépend quel poids il est possible par document de téléverser, parce que constituer un document ou un livret de témoignage, c'est aussi possible, et vous le mettez en PDF et vous pouvez le téléverser et fusionner plusieurs… de mémoire, il n'y a pas de limite de poids. Donc, c'est pour ça. Là, après, on est un peu dans le côté pratico-pratique. Mais si effectivement il n'y a pas de limite de poids et s'il y a 5 entrées, je sais qu'il y en a une qui est dédiée pour la note d'opportunité seule, pour qu'elle soit détachée du document d'enregistrement, et puis après vous constituez votre documentation. Il y a aussi dans la méthodologie de la note d'opportunité, aujourd'hui c'est explicitement demandé de donner la bibliographie principale des documents sur lesquels vous vous êtes appuyé pour construire votre note d'opportunité. Je me permets d'ajouter, excusez-moi. Bien sûr, au contraire. Donc, généralement, moi, parce que je suis beaucoup de webinaires, maintenant, pour les préétudes, pour certains métiers, il y a certains experts qui recourent à l'IA, donc pour étudier l'évolution d'un métier et ses besoins en compétences sur une durée à peu près moyenne de 4 ans à 5 ans. Et donc, ça, justement, pour les préétudes de certains métiers. Donc, je crois que même l'IA peut analyser, permet d'analyser des milliers d'offres d'emploi et des besoins en compétences pour ces offres d'emploi sur une période très longue. Et ça constitue là, pour France Compétences une bonne préétude.
Alors, vous ouvrez un champ qui est fort intéressant, qui est l'utilisation de l'IA au sein du dossier de certification. Oui. Je serai assez prudente et je dois vous dire que moi, je l'utilise, donc je suis encore plus à l'aise pour afficher cette prudence parce que j'ai bien vu les limites de l'utilisation de l'IA. Oui, vous avez raison, l'analyse des données, elle est formidable. Néanmoins, je pense qu'elle n'équivaut pas. En fait, il y a des questions d'équivalence dans les types de documentation. C'est comme si vous prenez un article d'un blogueur. On ne sait pas trop, il est peut-être que ce qu'il dit c'est hyper intelligent mais en fait on ne sait pas. Un article d'un journal qui est aguerri à l'exercice d'une analyse économique ou je ne sais pas quoi. Donc, la question des sources est excessivement importante par rapport à l'IA. C'est d'autant plus. Alors après, s'il y a un IA qui est sectoriel et qui a été développé pour analyser des données, je dis pas. Mais les IA génératives, on sait de moins en moins comment elles sont algorithmées. Et comment elles vont pouvoir orienter leur discours. Les fois où j'utilise de l'IA, je peux vous assurer que si elle avait la capacité de porter plainte au prud'homme, je pense qu'elle le ferait à mon encontre, tellement je fais du micromanagement, tellement je la contrôle de partout et je la vérifie de partout et je trouve des erreurs. Vraiment, ça ne peut pas être la seule source, mais rien ne peut être une seule source, c'est par définition. Et deuxièmement, ce n'est pas forcément le document que vous allez constituer qui sera le plus fiable et le plus reconnu par FC aussi. Après, si ça corrobore, c'est très bien, mais voilà, ça dépend qui utilise et comment quoi. C'est un peu aléatoire. Mais ça peut aider en tout cas, ça c'est sûr. Christophe? Oui, merci. Oui, je voulais juste compléter ce que tu disais, Camille. Enfin, j'utilise l'IA, moi, dans différentes parties de mon métier. L'IA est souvent victime d'hallucinations. Et donc, il faut quand même être extrêmement vigilant dans la mesure où on ne sait pas quelles sources sont utilisées et donc on n'est pas en capacité d'étudier si ce qui est sorti est correct ou pas. Je pense à mon sens que les meilleures sources restent quand même France Travail. Enfin, il y a pas mal de sources officielles qu'on peut vérifier et qui sont des données fiables. Moi, j'avoue que je suis un peu perplexe sur l'utilisation de l'IA dans ce domaine-là. Voilà, si l'IA va chercher des milliers d'offres d'emploi, quelle est la source, enfin, quelle est la méthodologie? On ne sait jamais. Oui, voilà, c'est ça. Si c'est les offres d'emploi que vous êtes allé chercher, que vous avez compilées sur un échantillon, mais pas comme si c'était des données exhaustives. Pourquoi pas? Pour voir si ça corrobore avec une hypothèse, une lecture, une tendance, une dynamique. Mais dès lors qu'en plus, dans votre prompt, et on s'arrêtera ici sur ce sujet, parce que ça pourrait être un webinaire à part entière, dès lors que sur votre prompt, vous faites comprendre que ce qui vous satisferait beaucoup, c'est d'avoir cette réponse ou d'aller dans cette direction, il est le roi de la communication, mais pas au sens forcément bon du terme, où il va pouvoir quand même plus chercher à vous satisfaire qu'à regarder rigoureusement les chiffres. Donc, mais ça peut quand même être une bonne chose, hein, je ne dis pas, moi je l'utilise, mais j'ai tous mes voyants en rouge quand je l'utilise et c'est certainement pas en source principale que j'utilise, quoi. Vous avez dit, pardon, je suis seule, je travaille avec l'IA car je suis seule à assurer. C'est ça, en fait, il y a plusieurs retours sur l'utilisation de l'IA. Chacun fait un petit peu ses retours. On parle beaucoup de la fiabilité des sources et Daniel nous disait que de son côté, ça l'aide beaucoup pour rattraper du retard accumulé et qu'il considère l'IA comme une aide précieuse. Mais évidemment, c'est une aide précieuse et bien sûr, mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, la prudence et la limite n'empêchent pas de tomber dans l'illusion de la promesse, mais bien sûr que c'est précieux et surtout quand on est seul. Ça, j'en doute pas une seule seconde. Est-ce qu'on peut passer à la slide d'après? Okay. Donc, en cas de renouvellement, il y en a plusieurs qui sont en renouvellement ici. Est-ce que le mot valorisation vous a un petit peu estomaqué? Est-ce que d'office, vous voyez de quoi on parle? Ou est-ce que sur cette demande-là, vous avez été un peu sec?
Ok. Je reformule ma question peut-être. Valoriser m'étonne, ok. Dans quel sens? C'est le temps d'écriture. Ah, alors du coup, je vais… Alors d'abord, nouveauté au regard de ce qui a été fait par le passé. Alors oui et non, parce que ce n'est pas les nouveautés pédagogiques, hein, c'est encore autre chose, ça c'est l'évolution. En fait, vous prenez… Là, je vais… Oui. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. J'ai du mal à m'exprimer. Non, ce n'est pas une confusion avec le pédagogique. Le terme de valoriser m'étonne en ce sens que c'est la première fois que je le vois et que ce n'est pas nécessairement quelque chose à quoi nous étions attentifs dans la rédaction des notes précédentes. Mais oui, bien sûr. Dans ce sens-là. Merci. Oui, mais tout à fait, mais c'est tout à fait nouveau. Nous, on a plutôt des étonnements venant de nos clients. Certifié parce que, en fait, la certification, pendant longtemps, on a cru que c'était un actif de l'organisme certificateur, alors qu'en fait, c'est une délégation de l'État. Donc, en fait, France Compétences va voir un petit peu ce que vous avez fait de la certification. Alors, valoriser, ça veut tout dire et rien dire. C'est un peu un mot valise qui peut rendre certains perplexes. Mais l'idée, tout bête, c'est qu'est-ce que vous en avez fait auprès des employeurs, auprès des partenaires, auprès de votre écosystème, en fait. Comment vous avez animé votre écosystème pour valoriser la certification? Est-ce que vous avez fait des projets avec des partenaires autour de ces compétences? Parce que n'oublions pas qu'on certifie les compétences. Stéphanie Como, la difficulté sur un renouvellement pour une… J'ai peut-être oublié un mot. En fait, on a eu une certification, un enregistrement pour 3 ans, et donc, vu les délais qui sont imposés par France Compétences, on commence là au bout de la deuxième, on est à la fin de la deuxième année de l'enregistrement. Et la valorisation, elle est compliquée parce qu'en fait, en 2 ans, et nous, on est sur une filière de niche. Donc, c'est compliqué, oui. Alors, c'est pas tant… Bon, là, de toute manière, vous avez quand même une fenêtre de tolérance, étant donné qu'en plus de ce que vous avez dit, le décret vient de tomber. Quelque part, on est quand même à peine, à 1 an de la promulgation et même pas à 1 an de l'application du décret. Donc, on comprend bien que ce qui est demandé depuis le 1er octobre, vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout faire. Après, si vous faites un très beau conseil de perfectionnement en animant votre écosystème pour voir un peu qu'est-ce que ça apporte aux personnes, on va faire au cas par cas. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est un peu l'idée de montrer ce que vous avez fait avec votre certif. Est-ce qu'elle est restée un peu juste comme ça? Vous avez, entre guillemets, comprenez quand je le dis, parce que c'est aussi beaucoup de travail, juste rentrer des apprenants, et puis ils sont sortis, et puis c'est tout. Bof. Mais en réalité, vous savez, moi, maintenant, j'ai l'habitude d'aller chercher chez les blogs d'actualité de mes clients pour aller voir ce qu'ils n'arrivent même pas à concevoir être de la valorisation. Par exemple, chez une cliente dans le secteur de l'art-thérapie, j'ai découvert qu'il y avait une de ces certifiées qui faisait un projet de recherche avec une université et qu'elle l'avait publié sur le blog et que c'est ça aussi, valoriser la certification. Vous voyez, donc ça peut être plein de choses différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, quand vous serez certifié, vous savez que ça fait partie des choses et donc il y a des choses à faire au fil de l'eau qui vont permettre après d'être un peu moins sec quand il faudra renouveler. Karine. Et donc, cette notion de valorisation, pour moi, elle se traduit à travers le dossier d'enregistrement. Et là, ce que vous êtes en train de dire, Camille, c'est qu'il faut qu'on puisse aussi mettre en avant les éléments clés dans la note d'opportunité sur la valorisation. Parce que pour moi, c'est des éléments qui sont dans le dossier, pas tant dans la note d'opportunité. C'est mis juste avant. Donc là, j'ai fait un petit pas de côté parce que dans la section note d'opportunité, juste avant, il y a à parler de la valorisation. C'est pour ça. Ah, d'accord, ok, pardon. Ouais. Mais c'est effectivement que c'est un tout petit pas de côté. Après, il y a quand même, ça reste de la matière. On va parler, faut que je fasse ça tout à l'heure parce qu'il est déjà 14h49. Si on prend par exemple le conseil de perfectionnement, qui est une obligation Calliope, pas une obligation légale France Compétences, mais au fil de l'eau, quand on fera un webinaire sur le pilotage pour en parler, de toute manière, il est central pour pouvoir faire de cette obligation un levier formidable d'animation d'écosystème, etc. Typiquement,
cette matière-là qui valorise la certification, tout ce qui aura été échangé, tout ce qu'on aura appris avec les différentes actions que vous pouvez faire pour valoriser, ça peut être réintroduit dans la note d'opportunité. Puisque la note d'opportunité, ça vient démontrer que vous savez le terrain et les enjeux sur lesquels les compétences que vous transmettez se placent, à quoi ça répond. Et donc, que ça soit les analyses de cohorte, que ça soit la valorisation, que ce soit la veille. La veille, c'est de la valorisation. Si vous participez à des événements de branches professionnelles, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça va être réinjecté dans la note d'opportunité. En réalité, la manière dont on peut comprendre l'organisation que nous incite à avoir les attendus de France Compétences aujourd'hui, c'est à chaque fois de faire une pierre trois coups. Pour que à chaque fois qu'on puisse répondre en différentes actions, en 3-4 actions, on peut répondre à différents attendus et utiliser cette matière pour rédiger les documents dont on parle, et notamment la note d'opportunité. Est-ce que je suis claire quand je... Oui, c'est plus clair, merci. Merci, Camille. Léa, je te propose qu'on passe... Ok. Donc, les fondamentaux, la même chose pour construire donc l'argumentaire de la note d'opportunité. Ok. C'est donc une photographie du métier, mais une photographie qui est dynamique, parce qu'elle est celle de maintenant, le métier de maintenant, et le métier de demain. On demande toujours une fenêtre prospective, puisqu'on est censé certifier des compétences pour les années à venir. Donc, le tableau de placement stabilisé, qui révèle les trajectoires, le raisonnement de l'écart, qui révèle la distance avec au marché, qu'il va y avoir des choses qui ne vont pas coller, et ça va forcer à poser des questions. Et les réponses vont du coup pouvoir apporter du grain à moudre à l'argumentaire de la note d'opportunité. La cartographie des besoins, ce qu'expriment les acteurs du secteur, on va venir faire parler en fait. Ça, c'est pas linéaire. On fait pas d'abord le tableau, puis les écarts, même si c'est quand même comme ça que ça se lit au départ. Et puis, on va regarder la cartographie des besoins. On va regarder si ça corrobore avec les trajectoires et les écarts. Si ça corrobore pas, on va regarder si c'est pas d'où ça vient. On est un peu enquêteur pour comprendre en fait toutes les dynamiques et tout ce qui se joue et pour pouvoir restaurer dans la note d'opportunité la photographie du métier. Ok. Et puis, évidemment, dans le cadre d'un périmètre. Et ensuite, il y a ce qui est nouveau, l'offre de certification, le titre situé sur son marché. C'était un peu implicite. Il y a beaucoup d'implicites qui deviennent explicites, en fait, post-décret. Là, on a vraiment quelque chose qui est demandé. Il y a une sous-partie qui est dédiée à l'offre de la certification. Quelle est l'opportunité sur le marché de la certification? Au fond, votre certif, elle a quoi de différent et comment elle s'articule sur le marché de la certification. Un peu comme si on devait faire comme quand on est en marketing et qu'on va regarder en faisant des études de marché, finalement notre produit, où est-ce qu'il se positionne et en quoi il répond à un endroit où les autres produits ne répondent pas. C'est un peu cette démarche et on va y revenir juste après. Ça, c'était l'intro. Là, je te propose de... Voilà, super. Donc, ces trois-là, je les ai réunis, ces trois axes de travail pour construire l'argumentaire, parce qu'ils se répondent, comme je viens de le dire. Donc, on regarde où s'insèrent les certifiés, sous quels intitulés, dans quel type de structure. L'étude des entreprises devient, je trouve, de plus en plus majeure, surtout sur certains titres. Et je vous enjoins à capter un peu. Puis pour vous, l'écosystème, c'est aussi très utile. Donc, le tableau complet, de regarder un petit peu. Et puis, le background, la valeur ajoutée de la certification. Est-ce qu'il continue les études ou pas? Parce que ça pourrait être un problème, mais il faudrait aller avoir des explications si c'est le cas. Etc., etc. Et puis après, du coup, le raisonnement des écarts. Pour ceux qui sont intéressés, on a écrit un livre blanc sur le renouvellement avec notamment tout un chapitre sur le raisonnement des écarts avec les différents écarts que vous pouvez regarder sur vos tableaux de placement pour suivre un petit peu les placements et regarder si c'est toujours OK. Et donc, tout ça aussi nourrit la note. Alors, le raisonnement des écarts, à ceci près que soit il y a des écarts qui sont trop grands,
et qui sont jugés dysfonctionnels. Dans ces cas-là, s'il y a des dysfonctions, on va aller regarder à quoi c'est dû. Soit c'est dû au secteur, et là, les éléments tangibles de contextualisation que vous allez récupérer pour l'analyse de cohorte, il va servir aussi à la note d'opportunité parce que vos analyses de placement vont permettre de mieux comprendre et donc forcément de mieux adapter la certification pour les années à venir. Donc là, on est dans un cas de figure où ça nourrit directement la note d'opportunité. Si c'est ces dysfonctionnements qui sont dus à des partenaires, si vous en avez, ou à des endroits spécifiques de votre accompagnement, exemple, vous faites de l'apprentissage, vous laissez vos apprentis se trouver une entreprise avec des missions assez aléatoires par rapport à ce qu'ils sont censés faire. Et résultat, une fois qu'ils se sont insérés sur le marché du travail, ça correspond plus à l'objet de leur mission en apprentissage plutôt que sur les compétences que vous leur avez transmises. Là, l'écart, la dysfonction, elle est due au fait que vous n'avez pas vérifié si le contrat d'apprentissage était bien respectueux des compétences transmises, par exemple. Je donne un exemple, je pourrais en donner d'autres, mais il y a des choses qui sont inhérentes à un dysfonctionnement de process et qui, du coup, demandent un travail d'amélioration continue à l'intérieur de l'organisme de formation. Évidemment, là, ça ne va pas nourrir l'analyse de cohorte, ça va nourrir d'autres sections du dossier d'enregistrement, contrôle partenaire, etc. Mais ça ne va pas nourrir la note d'opportunité. Et puis la cartographie des besoins, cruciale à mon sens, c'est peut-être l'un des outils maîtres avec le tableau de placement pour constituer la véracité du périmètre et l'argumentaire du coup de la note d'opportunité. C'est vraiment c'est le squelette et la structure. Est-ce que vous avez des questions concernant ces trois leviers qui vont venir travailler et construire l'argumentaire de votre note d'opportunité? Ou est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous ne découvrez pas? C'est logique, ça prouve qu'on s'entend bien. C'est bon pour tout le monde? Ok. Sachant qu'en fait, à chaque fois, on va se demander... puisque le basculement du décret, c'est la preuve, la cartographie des besoins, elle ne peut pas sortir from scratch. Elle va sortir de la documentation et aussi des interviews des entreprises. Parce que la cartographie des besoins, votre certif, c'est votre certif. Vous ne faites pas une enquête nationale, vous n'êtes pas une branche professionnelle, vous êtes un OC. Dans un territoire donné, à plusieurs si vous avez des partenaires. L'idéal, c'est d'avoir une cartographie des besoins qui correspond au territoire. Alors, il y a des métiers, c'est pas très grave parce qu'il n'y a pas beaucoup de spécificités dans les territoires. Il y a des métiers, il y a des spécificités. Donc, c'est tout ça qu'il faut voir pour être cohérent, quels sont les éléments tangibles de contextualisation dont j'ai besoin, en plus des données que je peux récupérer sur le web, qui vont faire la différence et qui vont me permettre d'être crédible et solide dans ce que je vais avancer. C'est la slide suivante. Ouais. Allez. Périmètre. Donc, le périmètre, c'est un peu l'accouchement de tout ce qu'on vient de faire. C'est la ceinture de sécurité. C'est très apprécié des instructeurs, d'ailleurs, puisque c'est ce qui va faire, c'est un peu la démonstration de votre expertise. Vous savez maîtriser votre périmètre. Vous savez dans quel périmètre vont s'insérer vos certifiés et votre métier a un périmètre déterminé. Ça peut d'ailleurs être une famille d'emplois. Il n'y a pas que... Il y a des métiers qui sont un peu créatifs et qui, du coup, sont assez... si je prends par exemple, il y en a un qui est hyper sage, c'est achat. Alors, achat, dans les tableaux de placement, on a acheteur, 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 acheteur. Pas mal. Franchement, le truc rêvé, l'intitulé n'est même pas spécialement créatif. C'est très appréciable. Et puis, il y a d'autres métiers qui sont bien plus créatifs, où il va y avoir de l'anglicisme pas possible, il va y avoir différentes choses, comme en communication, il va y avoir vraiment différentes choses, où là,
on va faire un périmètre adapté à la typologie du métier et de ce qu'il traverse aussi en termes de transformation. Et là, on va plutôt choisir éventuellement une famille d'emploi. Mais néanmoins, c'est pas n'importe quoi une famille d'emploi dans ces cas-là. Il y a une définition RH qui est trouvable notamment sur l'Observatoire des métiers et qui répond quand même à des critères très structurants. Et donc, le périmètre reste visible, tangible et stable, surtout. Ça permet de savoir qui est dans le métier visé ou dans la famille d'emploi visée et qui ne l'est pas. Et ce périmètre, il ne se déclare pas comme ça, il se déclare avec le tableau de placement et les cartographies des besoins. Et ça, et vous avez compris que donc c'est l'argumentaire, c'est vraiment le socle de base de l'argumentaire de la note d'opportunité. Et après, l'idée, je me suis un peu spoilée, c'est de situer l'offre de certification. Ok. Tout ça, ça va constituer l'argumentaire, le fond de l'argumentaire de votre note d'opportunité. C'est ce qui va donner la justification soit du premier dépôt, soit du renouvellement. Donc, il se situe sur le marché de l'emploi et sur le marché de la certification. Alors, pas à part égale, évidemment, la note d'opportunité, elle est là pour démontrer où est la certification sur le marché de l'emploi, parce qu'on certifie des compétences et on va venir toujours prouver l'utilité et l'usage, la valeur d'usage des compétences sur le marché de l'emploi, puisque la finalisation, c'est que les certifiés puissent être employés. Mais avant qu'ils puissent être employés, ils vont regarder le marché de la certification. C'est eux qui sont les principaux intéressés et qui vont venir choisir la certification parce qu'elle aura une cohérence par rapport à tout ce qui est proposé. Nous, on travaille ça avec la comparaison des certifications existantes et le RAS. On met en intelligence ce dialogue-là pour prouver que la certification a bien une place et qu'elle a été pensée par rapport à ce qui existait déjà, parce que c'est un peu ça aussi. Tu me dis si tu veux que je passe. Oui, tu peux y aller, sauf s'il y a des questions, mais ça ne me semble pas être le point le plus... Alors, donc là, le webinaire se termine parce que cette checklist indispensable, je l'ai lu, relu, je l'ai gardée parce que c'est la checklist de l'ancien webinaire qui va venir éclairer, à la fois qui va démontrer qu'on parle toujours de la même chose et en même temps qui va venir, parce qu'on peut donner les slides ensuite via OC Connect, qui va venir du coup vous permettre d'avoir une espèce de petit guide qui parfois fait l'affaire, de se poser les bonnes questions. Donc déjà, est-ce que l'intention est claire? Est-ce que la stratégie globale que vous défendez à travers cette certification, est-ce qu'elle est claire? Et évidemment, on commence par les tableaux de placement. Et du coup, est-ce que l'angle, est-ce que l'argumentaire qui va ressortir de la note d'opportunité est cohérent avec la stratégie d'une manière générale? Donc, la note ne raconte pas tout, elle raconte quelque chose de précis dans un but précis. Elle raconte, elle, l'opportunité. Après, la démonstration est-elle structurée? Là, on n'est plus sur des questions de forme, mais c'est tellement important étant donné qu'on parle d'un exercice de communication, comme je l'ai dit en introduction, se demander si chaque partie sert-elle une fonction claire dans la démonstration et est-ce que ça rend lisible ce qu'on essaie de prouver. Communément, on pourrait imaginer, souvent c'est le cas, qu'on va on va dresser le décor macro, socio-économique dans lequel s'inscrit le métier. On va poser les problématiques, les enjeux, des entreprises auxquelles répondent les compétences de ce métier. Alors, ça peut être économique, organisationnel, écologique, ça dépend du métier, social, évidemment. Et puis après, comment opérationnellement les compétences répondent au métier en lui-même. Comment à l'organisation, à l'équipe ou au service. On est comme ça dans quelque chose d'un peu entonnoir. Ça, c'est un plan assez classique qui est très efficace.
que j'aime beaucoup. C'est pas le seul, parce qu'évidemment, faut garder l'esprit ouvert et créatif pour se coller plus à la spécificité de la certification qu'à des espèces de routines qu'on aurait. Et qui seraient justifiées juste parce que c'est des routines, parce que c'est quand même une très mauvaise justification. Et puis, l'ancrage, est-ce qu'il est crédible? Est-ce qu'on a utilisé des preuves solides et diversifiées? Vous voyez, j'en parlais déjà avant, mais parce qu'avant, les preuves solides et diversifiées, c'était la nature des données qu'on allait chercher sur le web. Donc, c'était des données institutionnelles, des branches professionnelles. Il y avait un travail journalistique, pour le coup, qui était très rigoureux. Aujourd'hui, je ne dirais pas que ça. Je donnerais aussi ce qu'on appelle les preuves tangible de contextualisation et du coup de votre écosystème. Et est-ce que je donne à voir la réalité du terrain? Ben, le terrain, c'est aussi le terrain de votre écosystème, pas seulement le terrain national vu par des miradors parfois un peu trop hauts. Mais ça reste quand même un socle important. Hein. Si vous avez ça, vous avez déjà beaucoup, quoi. Léa, là, il y a une deuxième partie de checklist. Yes. Donc, votre note est-elle cohérente et lisible? Est-ce que j'ai évité les contradictions ou les flous terminologiques? Est-ce que je facilite vraiment la lecture? Est-ce que je complique les choses sans m'en rendre compte? Faut faire attention au temps de lecture. Et est-ce que le lecteur comprend-il pourquoi c'est le bon moment? Parce qu'on répond aussi à cette question. C'est le bon moment pour renouveler cette certification dans ce sens-là pour les années à venir, etc. Je finis avec une chose. Je me souviens très bien que lors du premier webinaire sur une note d'opportunité, la question, c'était surtout de vous dire, avant, on était très OF-centrique. On disait, nous, on sait faire ça, et nous, notre certif, on l'aime parce que nous. Et qu'on avait demandé à être beaucoup moins comme ça et d'essayer de voir vraiment l'utilité des compétences sur les entreprises et pour pouvoir vraiment être à ce service du certifié qui va après chercher un emploi. Là, la step qui suit, c'est on continue de se décentrer, on pense au certifié et on pense en fait en réalité à comment la certification sert tout l'écosystème et comment vous pouvez prouver ça. Et j'en ai fini.